Un pétrolier colossal vient de tomber entre les griffes de l'oncle Sam, juste au large des côtes vénézuéliennes. Pas un petit joueur, c'est tout bonnement le mastodonte le plus imposant jamais intercepté. Et comme par hasard, ce n'est que le début. Cette déclaration explosive tombe un mercredi 10 décembre, directement signée Donald Trump. Une petite phrase bien sentie qui sonne comme le coup d'envoi d'un nouvel épisode musclé dans la guerre froide tropicale entre Caracas et Washington. Ce face-à-face tendu né sous le premier règne de Trump, un pétrolier colossal vient de tomber entre les griffes de l'oncle Sam, juste au large des côtes vénézuéliennes. Pas un petit joueur, c'est tout bonnement le mastodonte le plus imposant jamais intercepté. Et comme par hasard, ce n'est que le début. Cette déclaration explosive tombe un mercredi 10 décembre, directement signée Donald Trump. Une petite phrase bien sentie qui sonne comme le coup d'envoi d'un nouvel épisode musclé dans la guerre froide tropicale entre Caracas et Washington. Ce face-à-face tendu né sous le premier règne de Trump avait connu une accalmie sous Biden, mais voilà qu'il repart en fanfare dès le comeback de l'ancien président à la Maison-Blanche. Cette fois, plus question de simple gesticulation verbale. Sur le terrain, c'est du sérieux, pas moins de 9 navires de guerre américains patrouillent désormais les eaux caribéennes. Et devinez quoi? Au milieu de cette flotte trône sans gêne, le plus gigantesque navire militaire de la planète pointé droit vers les côtes du Venezuela. Mais il n'y a pas que la mer, le ciel aussi est en train de se remplir. D'après la BBC, 2 avions de combat F-A-18 Super Hornet ont été repérés tout près de Maracaibo, la 2e ville du pays. Ils ont tourné au-dessus du golfe du Venezuela pendant 40 minutes. Juste avant eux, un autre appareil, un UA-18G Growler spécialisé dans la guerre électronique, est apparu en effectuant des boucles au nord des côtes. Le détail le plus inquiétant sur les radars civils comme Flight Radar 24, aucun de ces 3 avions n'affichait d'origine ni de destination. Leur transpondeur ne se serait allumé qu'au dernier moment à l'approche du littoral vénézuélien. Officiellement, un responsable américain a expliqué à l'Associated Press qu'il s'agissait d'exercices de routine. Sauf que vu de Caracas, cette routine ressemble à une menace de mort. Nicolás Maduro accuse directement les États-Unis de chercher à le déstabiliser pour l'évincer du pouvoir. Et selon Justin Crump, analyste de risque chez Sibylline, il n'a pas tout à fait tort. Ces vols avaient précisément pour but d'accentuer la pression psychologique sur le régime. Alors que la menace d'une action militaire plane à nouveau, une question s'impose: comment en est-on arrivé là? Comment le Venezuela est-il passé du statut de pays le plus riche d'Amérique latine à celui d'État paria aujourd'hui au bord d'une intervention américaine? Et surtout, jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Tout commence le mardi 5 mars 2013. Dans un hôpital militaire de Caracas, Hugo Chavez s'éteint après une longue bataille contre le cancer. L'homme qui a dominé la politique vénézuélienne pendant 14 ans disparaît d'un coup. C'est Nicolás Maduro qui annonce la nouvelle au monde. Qui est-il à ce moment-là? C'est un ancien chauffeur de bus passé par le syndicalisme. Chavez l'avait choisi lui-même et désigné comme son héritier quelques mois plus tôt. Sauf que Maduro n'a pas l'aura du commandant. Chavez s'était construit une légitimité dans l'armée avant de basculer en politique. Maduro, lui, est un homme d'appareil. Il a quitté le lycée tôt. Il a une réputation de militant loyal. Il a été ministre des Affaires étrangères, puis vice-président. Sur le papier, c'est un négociateur solide poli par la diplomatie. Mais dans la réalité, au moment où il est propulsé au sommet, une partie des Vénézuéliens découvre à peine son nom. Très vite, sa capacité à tenir la barre est testée. 1 mois à peine après la mort de Chavez en avril 2013, le pays retourne aux urnes. Maduro arrive avec 2 bombes à retardement dans les mains, une inflation qui commence à déraper et des pénuries qui pourrissent déjà le quotidien. Mais il a encore 2 atouts majeurs, la bénédiction posthume de Chavez, qui pèse lourd, et le pétrole. L'or noir se vend encore entre 90 et 105 $ le baril. De quoi financer à court terme la paix sociale. Le résultat de l'élection est un choc. Maduro gagne, mais c'est la victoire la plus étroite depuis 1968. Il devance son rival Enrique Capriles de moins de 250 000 voix. C'est un écart minuscule, moins de 2% des suffrages. La marge est si fine que l'opposition refuse de concéder la défaite.
Elle dénonce des irrégularités qui auraient pu inverser le résultat et réclame un recomptage total. Le système électoral vénézuélien est réputé solide techniquement, mais la commission électorale est remplie de fidèles du pouvoir. Une partie des bulletins est auditée, mais l'opposition estime que les votes problématiques sont cachés dans la partie non vérifiée. Ils exigent l'accès au registre, aux empreintes, aux signatures. Refus net du pouvoir. Ce qui compte, c'est la réaction de Maduro. Qu'il ait gagné proprement ou non, il réagit à la contestation comme si le pays était en guerre. Il accuse l'opposition de tentative de coup d'État. Les manifestations éclatent. La réponse policière se durcit immédiatement. Au final, 10 personnes seront tuées. Le ton est donné. Élections disputées, opposition dans la rue, répression violente dès les premières semaines, tous les ingrédients du règne de Maduro sont déjà en place. Pour comprendre la crise dont Maduro a hérité, il faut regarder la bombe économique que Hugo Chavez a laissée derrière lui. Quand Chavez arrive au pouvoir en 1999, il se revendique socialiste. Il cite Mao et le Che. Mais au début, c'est un pragmatique. Il cherche des investisseurs. Il va même jusqu'à sonner la cloche de clôture à la bourse de New York. Pourquoi ? Parce qu'en 1998, le pétrole s'était effondré suite à la crise asiatique. Les caisses étaient vides. Mais au milieu de l'année 1999, la chance tourne, les prix du pétrole remontent, et là Chavez lâche ses précautions et lance pleinement sa révolution bolivarienne. Une logique dangereuse s'installe. Le pays devient accro à l'or noir. Selon l'historien Steven Rendall, sous Chavez, la dépendance du Venezuela aux exportations de pétrole grimpe à 95% contre 80% à son arrivée. Tout le pays repose désormais sur une seule ressource dont le prix est fixé à l'étranger. Il faut être honnête, tant que l'argent coulait à flot, la vie a changé pour les plus pauvres. Chavez a mis en place la gratuité des soins avec l'aide de milliers de médecins cubains. En 2005, le pays a quasiment éliminé l'analphabétisme. La Banque mondiale confirme les chiffres. Entre 1999 et 2005, la pauvreté a chuté d'environ 30% et l'extrême pauvreté est passée de 32% à 19%. Sauf que ce miracle était bâti sur du sable. Michael Shifter du think tank Inter-American Dialogue explique que ces avancées manquaient de fondation institutionnelle. C'était de la dépense directe coûteuse et souvent inefficace, comme le plan Bolivar 2000 annulé pour corruption. Et le choc de la réalité arrive en 2008 avec la crise financière mondiale. Regardez les chiffres, ils donnent le vertige. Avant la crise, le baril vénézuélien valait 123 $. En décembre 2008, il s'écrase à 32,98 $. Face à cette tempête, un dirigeant prudent aurait coupé les dépenses. Chavez fait l'inverse. Il impose le contrôle d'échange. Il nationalise des entreprises étrangères. Conséquence immédiate, les investisseurs fuient. En 2012, les investissements étrangers ont chuté de moitié par rapport au début de son mandat. Quand Maduro récupère les clés, la fête est déjà finie. L'inflation est déjà à 26% chiffre de 2011. Les contrôles de prix créent déjà des pénuries et le réseau électrique négligé pendant des années commence à lâcher. Pourtant, une majorité de Vénézuéliens croient encore aux rêves. Ils espèrent que l'ancien chauffeur de bus redresse la trajectoire. Spoiler, pour la décennie 2010, ça n'arrivera pas. Non seulement Maduro ne va pas freiner la chute, mais il va précipiter le pays dans l'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire moderne. Le Venezuela souffrait de la maladie hollandaise. Le pays avait tellement misé sur le pétrole qu'il avait oublié comment produire tout le reste. L'agriculture morte, l'industrie à l'arrêt. Pourquoi s'embêter à produire quand on peut tout importer avec l'argent du brut? Ce modèle fonctionne jusqu'au jour où le prix du baril s'effondre. L'année du basculement, c'est 2014. En janvier, le baril se négocie à 108 $. En décembre, il tombe à 57 $. C'est presque 50% de baisse en 12 mois. Pour une économie normale, c'est une récession. Pour le Venezuela, c'est une asphyxie immédiate. La Banque centrale cesse progressivement de publier les chiffres. Plus de taux de croissance, plus de taux d'inflation. On casse le thermomètre pour cacher la fièvre, mais la réalité ne se cache pas. En 2016, la contraction économique atteint le niveau d'une dépression et en 2018, on bascule dans l'irréel. L'inflation dépasse le million de pourcents sur un an. 1 200 000 %.
Imaginez faire vos courses le 1er septembre, vous payez. Vous revenez un mois plus tard, le même panier coûte 2 fois plus cher. À cette vitesse, l'argent meurt. Entre le moment où vous recevez votre salaire et le moment où vous arrivez au magasin, il a déjà perdu de la valeur. Le plus tragique, c'est que le gouvernement a aggravé la crise. Au lieu de libérer l'économie, ils ont maintenu un système de dollars subventionnés réservé aux amis et aux réseaux du pouvoir. Résultat, les importations se sont effondrées. Ce n'était plus une crise économique, c'était une crise humanitaire. Le pays a connu des pertes de poids massives. La malnutrition a grimpé en flèche. Les médicaments de base ont disparu. À la fin de la décennie, le Venezuela, pays le plus riche de la région, présentait les symptômes d'un pays sortant d'une guerre civile. Face à la colère de la rue, Maduro adopte un réflexe qui deviendra sa marque de fabrique, il répond par la force. Chaque critique est qualifiée de tentative de coup d'État. Son objectif est simple, survivre, quitte à étouffer les contre-pouvoirs. Dès novembre 2013, l'Assemblée nationale lui accorde les pleins pouvoirs pour gouverner par décret pendant 1 an. Il écrit la loi tout seul. Le professeur de droit Antonio Silva Aranguren a analysé ces textes. Maduro en a profité pour placer la Banque centrale et l'armée sous son contrôle direct. Mais le vrai tournant arrive en 2015, l'opposition remporte une supermajorité à l'Assemblée. Le régime bloque le Parlement par la Cour suprême, remplie de juges loyalistes. En 2017, elle s'arroge les pouvoirs du Parlement, c'est un coup d'État institutionnel. Les manifestations de 2017 sont massives. L'opposition mise sur la présidentielle de 2018, mais Maduro exclut ses rivaux. Juan Guaido s'autoproclame président par intérim en 2019. Soutenu par 50 pays dont les États-Unis, il défie Maduro, mais sans armée, il échoue. Maduro conserve le pouvoir. Et nous revoilà en décembre 2025. Avec Trump